Bonjour, je continue dans la vidéo d'aujourd'hui la correction des exercices sur l'information génétique. Je vous ai déjà listé dans la vidéo précédente les liens de téléchargement en version PDF des 5 modèles de série d'exercices. Vous allez trouver ces mêmes liens aussi dans la description de la vidéo d'aujourd'hui. Dans la vidéo précédente, j'ai traité les questions QCM des modèles 1 et 2 et d'autres QCM encore. Aujourd'hui, je continue avec les autres exercices des séries modèle 1 et modèle 2. Je commence par le modèle numéro 1. Voici l'énoncé de l'exercice numéro 3. La figure numéro 1, ici, représente des schémas de cellules prises dans un tissu en division. La figure numéro 2 représente l'évolution de l'ADN chez ces cellules. Et la figure numéro 3 représente l'état des nucléofilaments dans les deux noyaux. On va voir tout à l'heure donc la figure numéro 2 et puis la figure numéro 3. Ici, c'est la figure numéro 1. Question. Première question. Classer en ordre chronologique les schémas de la figure numéro 1 ici. Annoter, donner la légende et préciser l'étape que représente chaque schéma en donnant un critère spécifique. Alors on a ici 4 schémas représentant 4 cellules. Alors ici, dans le schéma A et B et D, on a déjà des chromosomes dans la cellule. Dans les chromosomes dans leurs états différents. Alors que dans le schéma C, il n'y a pas de chromosomes dans la cellule. On a la chromatine au sein du noyau, avec la présence aussi du nucléole au sein du noyau. Donc c'est la cellule C qui est la première dans ce classement en ordre. Elle va être suivie par, regardons, le schéma B, parce que B, il y a disparition de la membrane nucléaire du noyau et apparition du chromosome qui est CP6, mais ici les chromosomes sont encore donc éparpillés dans le cytoplasme au hasard. Puis le schéma A, on voit que les chromosomes se sont alignés au milieu de la cellule, en équateur, donc A vient après B, alors que D va venir après A lorsque les chromosomes se divisent au niveau de leur centromère pour que chaque chromatide subisse une ascension polaire. Voilà, donc je refais ce classement, le voilà. Classement du schéma de la figure numéro 1. Donc on a le schéma C en premier, suivi du schéma B, puis du schéma A, et enfin du schéma D. C'est le C, puis le B, puis le A, puis le D. Voilà donc le classement final de ce schéma comme demandé dans l'exercice. Je continue. Dans la même question, on nous a demandé de compléter la légende. J'ai ici de 1 jusqu'à 7 flèches numérotées qu'il faut compléter. Je commence par le numéro 1 ici. Ce sont des chromosomes mitotiques, donc bichromatidiens en équateur. Chromosome bichromatidien. Je passe à petit 2, ces pointillés-là, ce sont des fibres chromosomiques qui relient entre les centromères des chromosomes et les deux astères dans les deux pôles fibres chromosomiques. J'arrive à la flèche numéro 3 ici. Ça indique donc les chromatides qui subissent l'ascension polaire. Puis la flèche numéro 4 ici, ça indique donc les deux astères. Puis le numéro 5. Donc ici, nous sommes dans l'interphase avant même le début de la mitose. Donc on a ici le centrosome de la cellule qui est formé de deux centrioles. Puis numéro 6, c'est ce petit rond blanc à l'intérieur du noyau, c'est le nucléole. Et enfin, pour le numéro 7, ça indique donc la membrane nucléaire du noyau. Je continue. On nous a demandé donc de préciser pour chaque schéma l'étape correspondante en donnant au moins un critère justificatif de cette étape. Alors, je commence par le schéma C ici. Donc, il n'y a pas de chromosome
dans le noyau, donc ça n'entre pas dans la mitose. Cette phase qui précède les phases de la mitose, c'est une interphase. Voilà, donc on a la présence de la chromatine. Ça indique qu'il s'agit donc d'interphase. Je passe au schéma B. Ici, on a donc disparition de la membrane nucléaire, puis apparition du chromosome bichromatidien. Chromosome bichromatidien dispersé aléatoirement. Ici, donc B, c'est une prophase. A, C, c'est une interphase. B, c'est une prophase. Je passe maintenant au schéma A. Ici, tous les chromosomes sont alignés au milieu de la cellule. C'est une métaphase, on va dire comme critère justificatif. Donc, les chromosomes bichromatidiens sont alignés en équateur. Et enfin, pour le schéma D, c'est une anaphase parce que les chromosomes bichromatidiens se sont divisés chacun en 2 chromatides au niveau du centromère et chaque chromatide va donc migrer vers le pôle le plus proche, donc je vais dire ascension polaire des chromatides. Je continue, je passe à la question suivante. On nous demande donner le nombre de chromosomes de la cellule mère et les cellules filles. Je retourne donc au schéma précédent. Voici donc la cellule mère ici. Là, il n'y a pas encore de chromosomes. Donc ici, on voit nettement les chromosomes. Je peux les compter même. Il y a 4 chromosomes. Donc je peux dire ici que la cellule mère à 2n est égale à 4 chromosomes. Lorsque cette cellule mère va se diviser en 2, chacune des 2 cellules filles va hériter de 4 chromosomes aussi. Donc pour la cellule mère, 2n est égal à 4 chromosomes. Et pour les 2 cellules filles, ici, qui va être séparée en 2 cellules filles, c'est le même nombre, donc 2n est égal à 4 chromosomes. Je continue, je passe à la question suivante. On nous demande de classer en ordre les schémas de la figure 3 qui représente ce classement. Voilà la figure demandée. C'est la figure numéro 3. On a ici un chromosome bichromatidien. On a ici un nucléofilament en double. Ici une chromatide. Ici un seul nucléofilament. Et là un seul nucléofilament, mais avec l'apparition d'un œil de réplication ici. Voilà. Puis on a ici un chromosome en cours de condensation et de spiralisation. Alors donc pour classer en ordre ici, alors le premier schéma c'est le D où il y a un seul nucléofilament. Donc je commence par le D. Ce D va subir en phase S d'interphase la réplication de l'ADN avec donc l'apparition de ces yeux de réplication. Donc c'est le E qui viendra après le D. Après le E, donc, on va aboutir à 2 nucléofilaments déjà dédoublés. C'est un G2 d'interphase. Donc, c'est le B. Après le B, donc, les 2 nucléofilaments vont commencer à se condenser, à se spiraliser ici en schéma F. Voilà, c'est le F. Puis, le F va donner un chromosome né bien spiralisé, bien condensé, épais, un chromosome bichromatidien, c'est le schéma A. Voilà. Puis, en fin de mitose, en anaphase, ce chromosome bichromatidien va se séparer, va se diviser au niveau du centromère pour donner 2 chromatides. C'est le schéma C. Voilà donc le classement qui correspond à la figure numéro 3, c'est le classement chronologique de ces schémas. Je continue. Ce classement représente l'évolution de l'état des nucléofilaments au cours du cycle cellulaire. On nous demande donc que représente la succession de ces schémas. C'est l'évolution de l'état des nucléofilaments parce qu'en fin de compte, le chromosome, ce n'est que des nucléofilaments qui ont subi la condensation progressive pour se transformer en chromosome. Je continue. 4. Analyser le graphe de la figure numéro 2 qui représente ce graphe, déterminer les phénomènes X et Y à indiquer leur rôle. Alors voilà ici le schéma ou bien le graphe en question, le voilà. On le reconnaît très bien.
C'est un graphe qui représente le cycle cellulaire. On a ici les deux axes. Le premier axe correspond à la quantité d'ADN. On l'a gradué en deux unités, le Q et le 2Q, c'est-à-dire une quantité sans double. Et puis l'axe des abscisses qui représente le temps gradué en heures de 2 jusqu'à 22 heures. C'est l'évolution de la quantité d'ADN. On nous demande de faire une analyse, donc je vais faire une analyse rapide ici. Donc le G1 et le S et le G2, c'est l'interface, donc je commence par l'interface. En G2, je vais dire que la quantité d'ADN est stable en une quantité Q. En S, elle va augmenter progressivement pour passer d'une quantité Q à son double de Q. Puis en G2, il restera stable en une double quantité de Q. Puis je passe après l'interface à la mitose. Donc je vais déjà signaler ce que je viens de dire. En G1, stabilité en une quantité 1Q. En S, augmentation progressive de 1Q jusqu'à 2Q. En G2, stabilité aussi en 2Q. Puis j'arrive à la mitose M. En mitose M, je m'intéresse donc à cette portion de la courbe où on a chute brutale de la quantité d'ADN de la valeur de Q jusqu'à la valeur 1Q. Chute de 2Q jusqu'à 1Q. Je continue. On nous demande aussi de préciser les deux phénomènes X et Y. Que représentent-ils? Alors donc le premier phénomène X, donc il correspond à cette portion de la courbe. C'est la phase S, donc il correspond à la réplication de l'ADN, c'est-à-dire à la duplication du nucléofilament. Duplication et la réplication. Alors que le phénomène Y, ici, c'est la division de cette quantité d'ADN en deux divisions conformes, parce qu'elle va nous donner deux copies identiques de l'ADN. Je continue. Alors, donc, on nous demande quel sera l'effet de ces deux phénomènes X et Y. C'est la conservation de l'information génétique dans les cellules au cours de la mitose. Il nous reste donc la question numéro 5. Compléter ce tableau, compléter à partir des figures 1 et 2 et 3 déjà vues. Voici donc, je vous rappelle les trois figures. Voici la figure numéro 1, puis ici la figure numéro 2 représentant le graphe du cycle cellulaire, et puis la figure numéro 3 représentant donc la succession et l'évolution des nucléofilaments au cours du cycle cellulaire. On nous demande de compléter ce tableau. Je commence par donc la colonne correspondant à la phase G1. Je veux compléter ici les schémas de la figure numéro 1. C'est ici. Alors, parmi ces quatre schémas, quel est le schéma qui peut correspondre à la phase G1? La phase G1, c'est une interphase. Donc ici, le seul schéma qui peut représenter l'interphase, c'est le schéma C, où il n'y a pas de chromosome. Donc je vais mettre ici le schéma C. Ici, je passe maintenant à la figure numéro 3, là, voilà. Donc lequel de ces schémas représente le G1? Ce n'est pas le A ni le B ni le C, c'est le D où il n'y a qu'un seul nucléofilament. Un seul nucléofilament en G1, donc avant sa duplication. Je vais mettre ici petit d et je passe à la phase S de l'interphase. Toujours l'interphase, donc c'est toujours le schéma, c'est le seul qui représente l'interphase. Je vais le mettre ici, C. Alors, parmi ces schémas de la figure 3, lequel peut représenter S? On le reconnaît toujours par les yeux de réplication. Donc, c'est le schéma E. Le voilà. Je retourne en G2. C'est toujours une interphase. Donc, c'est toujours le schéma C qui correspond à l'interphase. Voilà. Donc, parmi ces schémas de la figure numéro 3, lequel peut correspondre à G2? Eh bien, c'est le B. C'est lorsque le nucléofilament de départ a été dupliqué en deux. C'est le schéma petit b. Et enfin, je passe à M, c'est la mitose. Alors, parmi ces quatre schémas, quels sont les schémas qui représentent la mitose? Eh bien, c'est les trois autres schémas, c'est-à-dire le B qui représente la prophase, le A qui représente la métaphase et le D qui représente l'anaphase. Je vais les mettre tous les trois ici.
Regardez. Le B, puis le A, et enfin le D. Alors, pour cette figure 3, quels sont les schémas qui représentent la mitose? Donc, il y a tout d'abord le A qui représente le chromosome bichromatidien. Il y a aussi le C qui représente la chromatide. Et il y a aussi le F qui représente un chromosome en cours de condensation au début du prophase. A, C, F. Je vais les mettre ici. A, C, F, c'est-à-dire F et A et C. Voilà, donc j'ai fini cet exercice. Je continue avec un autre exercice, l'exercice numéro 4. Le schéma suivant, c'est celui-là, représente une cellule vivante en cours de division. Complétez la légende. Vous avez ici donc 4 flèches numérotées à compléter. Puis, déterminer si c'est une cellule animale ou végétale. Donc, il fallait chercher le critère qui détermine si c'est une mitose animale ou bien une mitose végétale. Et préciser l'étape de la mitose qu'elle représente en justifiant la réponse. Petit 3. Déterminer le nombre de chromosomes de cette cellule. Et enfin, schématiser l'étape ultérieure à cette étape. Alors, je commence donc la correction. On nous demande tout d'abord de compléter la légende. Tout c'est encadré, c'est la cellule. Tout ce qui est à l'intérieur de couleur beige, c'est le cytoplasme. Donc, la première flèche représente le cytoplasme. Le petit 2, c'est cette région-là à partir de laquelle émanent les fibres polaires. C'est une calotte polaire. Calotte polaire parce que on va voir ce n'est pas une cellule animale pour donc parler d'un astère. Je passe à 3. C'est la plaque équatoriale. C'est la plaque équatoriale, donc c'est le milieu de la cellule où sont alignés les chromosomes. Et enfin, 4, ce sont ces fibres-là qui relient entre les pôles de la cellule. Certains aussi relient les deux pôles au centromère des chromosomes. Ce sont des fibres polaires et puis des fibres chromosomiques. Je continue, on nous demande le type de la cellule, et bien je viens de le dire, donc ici il y a une calotte polaire, il n'y a pas d'astère, donc c'est une cellule végétale car on a présence de la calotte polaire. On nous demande aussi l'étape de la mitose, alors on vient de le voir, donc tous les chromosomes sont alignés en équateur, ça indique qu'il s'agit d'une métaphase. Les chromosomes forment une plaque équatoriale. On nous demande le nombre de chromosomes, on peut les compter, 1, 2, 3 et 4, donc c'est 4 chromosomes. Je vais l'écrire sous forme de 2n est égal à 4. Et puis on demande aussi de faire le schéma de l'étape suivante. Puisque ce schéma représente la métaphase, donc l'étape suivante va être l'anaphase. Donc on doit schématiser, dessiner une cellule végétale comme celle-ci, représentant cette fois-ci l'anaphase. Regardez par exemple. Alors je vais schématiser d'abord la paroi cellulaire de la cellule végétale. Je vais signaler ici en bas et en haut les deux calottes polaires, les voilà. Je vais essayer de schématiser aussi avec les arcs de cercle les fibres polaires, les voilà, qui relient donc les deux pôles de la cellule. Et puisque c'est une anaphase, je vais schématiser des chromatides qui sont en train de subir l'ascension polaire. Voilà. Ces chromatides prennent toujours en anaphase la forme de la lettre V parce qu'elles sont tirées au niveau de leur centromère, c'est-à-dire au milieu, soit vers le haut, soit vers le bas. Et donc cette mobilité leur donne cette forme en V. Voilà la deuxième chromatide en V, la troisième chromatide en V, et enfin la quatrième chromatide en V. La même chose dans les chromatides du pôle inférieur, les voilà. Je vais légender ce schéma, je vais indiquer donc en haut une calotte polaire, puis ici ce sont des fibres polaires. Je vais schématiser aussi en rouge ici des fibres chromosomiques qui peuvent relier les centromères des chromatides, des chromosomes, à deux calottes polaires. En bas aussi c'est la même chose, les voilà.
ce sont des fibres chromosomiques. En rouge, ce sont des chromatides. Et tout ce qui est à l'intérieur de la cellule ici, c'est le cytoplasme de la cellule. Je vais signaler aussi la paroi cellulosique de la cellule. Je vais mettre un titre. Donc je vais mettre le titre en haut. Il s'agit donc du schéma de l'anaphase d'une cellule végétale. Schéma d'une cellule végétale en anaphase. Maintenant, j'ai fini les exercices du modèle numéro 1. Je passe à la série modèle numéro 2. Voici l'exercice. Je passe à l'exercice numéro 3. Le document suivant présente un tissu vivant en division. Voilà, c'est presque les mêmes exercices que tout à l'heure. Question. Classer en ordre chronologique les schémas des documents. Annoter et préciser l'étape que représente chaque schéma en donnant un critère spécifique. C'est aussi une question composée. Donc on nous demande tout d'abord de classer en ordre, c'est la première question. Deuxième question, annoter les schémas parce qu'il y a ici des flèches numérotées auxquelles donc il faut faire correspondre les légendes correspondantes. On demande aussi ici de préciser l'étape que représente chaque schéma et enfin de donner un critère spécifique. Alors je passe à la correction tout de suite. Je commence tout d'abord par le classement des schémas en ordre. Alors donc, schéma A, schéma B, schéma C, schéma D, ce sont tous des schémas qui contiennent des chromosomes. Alors que le schéma E, c'est le seul qui ne contient pas de chromosomes. Ici, on a un noyau qui contient une matière de couleur foncée, qui est la chromatine avec un nucléaire au centre. Donc, ici, c'est le premier schéma. Il va correspondre à l'interphase. Si le E, il va être suivi par le D, qui va correspondre donc au début de la prophase. Les chromosomes apparaissent, ils deviennent de plus en plus épais. Les deux astères se forment progressivement, et s'éloignent progressivement. On a toujours ici un noyau avec une membrane nucléaire. Ce schéma va être suivi par celui-là, c'est le B, où les chromosomes s'alignent en équateur. Puis A, où les chromatides se séparent et s'éloignent vers le dipôle. Et enfin, le C, où la cellule mère, donc la cytodiérèse, la cellule mère est en train de se diviser en deux, au niveau donc du cytoplasme. Alors voilà le classement. J'ai dit qu'on va commencer par le E, suivi par le D, puis par le B, par le A, et enfin, dernier schéma, c'est C. La légende. Alors, première flèche indique un astère, c'est l'astère, donc c'est une cellule animale. Ici, 2, ce sont les chromosomes qui forment la plaque équatoriale, chromosomes bichromatidiens. 3, ce sont des fibres polaires et fibres chromosomiques diffuso-achromatiques. Puis en 4, c'est l'étranglement qu'a subi la cellule mère, c'est l'étranglement équatorial. Le 5, c'est le noyau, ou bien la membrane nucléaire qui était en train de disparaître. Donc 5, c'est la membrane nucléaire. Et enfin, pour le 6, ce sont des chromosomes bichromatidiens à l'intérieur du noyau, en prophase, chromosomes bichromatidiens. 7, donc, c'est le noyau à chromatine. Alors, je passe donc aux étapes et leurs critères. Donc, il s'agit de déterminer l'étape correspondant à chaque schéma en indiquant un critère. Je commence donc par le premier schéma dans l'ordre, c'est le E. Ici, j'ai dit qu'il n'y a pas encore apparition de chromosomes. On a toujours une chromatine au niveau du noyau, donc c'est l'interphase. E, c'est l'interphase. Le D, ici, maintenant la chromatine disparaît, elle fait place aux chromosomes. Les chromosomes sont en train de devenir de plus en plus épais, mais il y a toujours présence de la membrane nucléaire. C'est la prophase, c'est le début de la prophase. En B,
les chromosomes s'alignent en équateur, c'est la métaphase. En A, chaque chromosome est divisé en deux chromatides qui migrent vers le dopole, c'est une anaphase. Et enfin, en C, c'est la cytodiérèse, donc c'est une télophase. Je continue. Question numéro 2. Montrer à partir de ce document que la mitose est une division conforme. Alors, il s'agit de comparer le nombre de chromosomes des cellules filles avec le nombre de chromosomes de la cellule mère. On a ici la cellule mère. Je peux compter les chromosomes 1, 2, 3 et 4. Donc, j'ai ici le nombre de chromosomes, c'est 2n est égal à 4. Les deux cellules filles, on peut les compter ici parce que la cellule va se diviser ici au milieu. Donc, ici, on a 1, 2, 3 et 4 dans la première cellule. 1, 2, 3 et 4 dans la deuxième cellule. Donc, chacune des cellules filles aura 2n est égal à 4. Ça veut dire que le nombre de chromosomes reste stable, il ne varie pas. C'est une division conforme. Troisième question. Faire correspondre à chacun des schémas des documents ci-dessus son étape correspondante dans le cycle cellulaire G1, S, G2 et M. Alors, je commence par le schéma E. C'est une interphase. Puis c'est une interphase, donc elle peut correspondre soit à G1, soit à S, soit à G2. Je vais les mettre tous les trois ici. G1, S, G2. Maintenant, le schéma D. Le schéma D, c'est une prophase. La prophase appartient à la mitose. Donc, je vais mettre ici M. Je passe à B. B correspond à la métaphase, c'est aussi M, c'est la mitose. Je passe à A. L'anaphase, c'est aussi une mitose. M. Et enfin C, c'est la télophase, c'est aussi donc M. Voilà, je continue l'exercice. L'observation au microscope électronique de la cellule représentée par le schéma E a permis d'obtenir la figure suivante. Regardez, donc c'est une électronographie de la chromatine en interphase, c'est le schéma E. Décrire cette figure et déterminer son emplacement dans le cycle cellulaire en justifiant. Alors, pour décrire la figure, donc on a un nucléofilament. Mais ce nucléofilament est en train de se dupliquer. Regardez, donc on a l'apparition de plusieurs yeux de réplication. Apparition des yeux de réplication. Des yeux de réplication, donc c'est une phase. Est-ce que c'est G1 ou bien S ou bien G2? C'est la phase S. On a donc la réplication de l'ADN. Phase S d'interphase. Je passe à l'exercice suivant. C'est l'exercice numéro 4. Le document ci-dessus, c'est-à-dire celui-là, représente une expérience historique réalisée par Griffith en 1928. Précisez le but de cette expérience, de décrire et expliquer les résultats obtenus. 3. Quelle était la conclusion à laquelle Griffith a pu parvenir? Alors, on nous demande dans la première question de préciser le but de cette expérience. Alors, qu'est-ce que Griffith cherchait par ces expériences? Il cherchait à étudier la virulence des pneumocoques et puis il cherchait aussi à mettre en évidence la transformation bactérienne des souches non virulentes vers des souches virulentes. Alors, description, explication des résultats obtenus. Donc, dans la première expérience, l'injection du pneumocoque de souche S aux souris a provoqué la mort de ces souris parce que cette souche S est une souche virulente et pathogène. Dans cette expérience, les souches R injectées aux souris n'ont pas d'effet, les souris restent vivantes parce que cette souche R est une souche non pathogène et non virulente. Dans la troisième expérience, l'injection des S tuées avec des R vivantes aux souris et mort de ces souris et découverte des S vivantes indique qu'il y a une transformation bactérienne, c'est-à-dire que les R vivantes ont pu être transformées en S vivantes en présence des S tuées. Conclusion. Donc, quelle était la conclusion? Griffith a pu conclure que
il y a une transformation bactérienne par un principe transformant, c'est-à-dire un facteur transformant non identifié qu'il appela le principe transformant. Il a transformé les aires vivantes sans capsule en S vivantes avec capsule. Voilà, j'arrive à la fin de cette vidéo. Dans la vidéo suivante, je vais continuer la correction des séries d'exercices sur l'information génétique et je vais traiter les modèles qui nous restent.